Donc, bonjour à tous. Je me présente, Dominique Bigrand, vice-présidente stratégie fiduciaire. Je m'occupe de l'ensemble des services fiduciaires avec toute une équipe, évidemment. Je ne suis pas seule pour faire ça. Toute une équipe de juristes à Montréal, une équipe de comptables et fiscalistes également, une équipe de conseillers fiduciaires Québec-Montréal. Donc, on dessert les différentes régions à partir de 2 places d'affaires, Québec et Montréal. Mon background à moi, je suis avocate, j'ai 20 ans de pratique, 15 ans en droit des affaires en pratique privée et 5 ans par la suite, Desjardins est venu me chercher pour ouvrir justement des services fiduciaires à partir de Québec pour desservir tout l'Est du Québec. Des fois, l'Est du Québec, c'est un peu étrange d'où ça part. Tu sais, ça peut partir de Sherbrooke, ça peut partir de Gatineau, mais bon, on ne sait pas trop. C'est un flou artistique chez nous, mais pour desservir tout l'Est du Québec. Donc, c'est un peu ça mon background. Services fiduciaires, aujourd'hui, je vais adresser 2 moments des services fiduciaires. Au moment que vous rencontrez des gens qui sont mal pris, en deuil, ou des mandataires qui doivent gérer des INAP ou encore des gestionnaires de fiducie. Donc ça, c'est ce que j'appelle le service après l'événement. Puis on a également avant les événements où là, on peut adresser ces services-là, expliquer à ces clients-là qui peuvent nommer Fiducie Desjardins. C'est l'entité légale au sein de Desjardins qui a le droit d'être nommée dans les documents juridiques, mais le service est desservi par la gestion privée, qui peuvent nommer Fiducie Desjardins dans leurs documents juridiques. Donc, on va voir vraiment les 2 volets. C'est notre ordre du jour. Je vais vous passer un petit peu les grandes étapes de liquidation. On m'a dit que vous connaissiez tous ça. Donc, on va faire un survol. Si vous avez des questions, moi, je vous invite à les faire on time, c'est-à-dire au fur et à mesure que la rencontre se déroule. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sujet. Puis si je vois que ça dérape un peu, je vais vous gérer. OK? Qui rencontrez-vous? Quelques pièges à éviter. Pourquoi je les ai mis, les pièges à éviter? Parce que j'ai vu des fois des petites histoires d'horreur. Alors, je veux vous donner des cues pour éviter des petites histoires d'horreur. Et on va passer plus de temps après ça sur les services fiduciaires de gestion privée des jardins. Comment ces services-là peuvent, pas assurer, mais vous donner un bon coup de pouce pour assurer de la pérennité de vos actifs, vos encours. Liquidation de succession. Tout le monde savait que ça prenait au moins 30 mois. Avec tous ceux qui vont vous dire que votre beau-frère a réglé ça en 4 mois, c'est parce qu'il n'a pas suivi toutes les étapes. C'est pas parce que c'est impossible. C'est parce qu'il a mis à risque son rôle de liquidateur et les héritiers. Donc, c'est pour ça qu'il a pu le faire en moins de temps. Mais sinon, c'est 30 mois quand on suit l'ensemble des étapes prévues au Code civil. Et oui, les étapes sont prévues dans le Code civil et d'autres sont prévues dans les différentes lois fiscales qui nous entourent. Ça fait partie de la vie, la fiscalité. Donc, vous savez qu'il y a 2 choses qui sont fatales dans la vie? La mort et les impôts. Donc, on est en plein là-dedans. Première étape qu'on va, nous c'est le processus de règlement de succession chez Fiducie Desjardins. C'est pour ça que je le présente. Donc, première étape, c'est l'analyse du dossier. Ça a l'air étrange que ça prenne 2 mois, mais vous comprendrez que juste obtenir un certificat de décès, c'est 35 jours. Puis après ça, les recherches testamentaires, c'est à peu près 45 jours. Fait que je suis pas mal dépassé mon 2 mois. Ensuite de ça, ça se fait 2, 3, 4, 5. Ça se fait toujours en concomitance. Fait que là, c'est là que vous êtes capable de dire à un liquidateur, sais-tu, tu vas être dans le jus, là. Hein? Puis un liquidateur, mettons que vos gens veulent nommer l'aîné de leurs enfants, qui est dans pleine, comme nous autres, là, la belle quarantaine, là, où on est dans le jus, il faut être performant avec nos conjoints, il faut être performant avec nos enfants, il faut être performant au boulot, il faut être performant dans la liquidation de succession. Là, ça en fait pas mal, là. Donc, identification des biens, demande de certificat de décharge. Vous savez de quoi je parle? OK. C'est pas tout le monde qui sait ça. Ça, généralement, c'est la première étape où les gens s'en fâchent. Rapatriement et préparation de l'inventaire au décès. Pourquoi faire un inventaire au décès? J'ai une maison, j'ai un chorus ou j'ai un placement chez gestion privée d'1 million, j'ai une maison. Pourquoi je fais un inventaire? Faire l'inventaire au décès est important. Pourquoi? Parce que ça permet de séparer les patrimoines. Ça mange quoi sans hiver? Vous avez, vos parents détenaient leur résidence depuis 50 ans.
Les dernières années, ils étaient moins en forme, donc ils ont moins bien entretenu la résidence. Fait qu'en succession, vous avez l'argent, vous avez la résidence, vous la vendez. Là, l'acheteur découvre 4 ans plus tard un vice caché. Ils peuvent revenir contre les héritiers, même si la succession est fermée, et venir dire « Paye, héritier, parce que j'ai un vice caché qui était existant au moment de la vente et qui coûte plus cher que la valeur de la succession. » Ça peut arriver. Et vous allez être tenu sur vos propres biens, au-delà de la valeur reçue de payer. Mais si on fait un inventaire au décès, qu'on publie les avis, qu'on fait ça by the book, ça arrête à la valeur reçue. Ça protège l'actif de l'héritier. On comprend pourquoi maintenant c'est important. Estimation des impôts. On fait rapidement une estimation d'impôts. Pourquoi c'est la créance la plus importante d'une succession généralement? À part l'hypothèque sur une résidence, là, la créance la plus importante d'une succession qui est méconnue, ce sont les impôts au décès. Sachez que s'il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas de roulement. Donc, tout est réputé être vendu maintenant. La facture fiscale peut être élevée. Donc, c'est important de les estimer pour savoir si on va avoir assez de liquidité ou s'il faut vendre des immeubles. Si on n'a pas le temps de les vendre, il faut tout de suite trouver un financement en bridge en attendant. L'inventaire, on le finalise. Certificat de oh mon Dieu, c'était cute, hein, ça? Certificat de distribution partielle. Ça, c'est obtenu auprès de Revenu Québec pour avoir le droit de distribuer les sommes. Avant, puis c'est même pour payer des créanciers, non? Donc, avant d'avoir obtenu ce certificat-là, on a juste le droit de distribuer 12 000 $. On a payé les frais funéraires, ça serait là. Hein, 12 000 $ de frais funéraires, là, c'est pas mal ça que ça coûte. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'il faut le demander rapidement. Et il prend 90 jours à obtenir. 90 jours à partir du moment où on a transmis la demande. Ça vous prend vos documents légaux, ça prend les relevés bancaires, ça prend ci, ça prend ça. Fait que voyez-vous, c'est assez long à obtenir. Donc, on n'a pas de fonds de roulement tant qu'on n'a pas obtenu ça. Madame. J'ai une question là-dessus. Est-ce que c'est vrai que quand les gens font une distribution partielle, Oui? ils ne peuvent pas demander de décharge à la fin? Ils ne pourront pas obtenir le certificat de décharge si on fait une distribution partielle. Ils vont pouvoir obtenir le certificat de distribution partielle du Revenu Québec et distribué par la suite. S'ils ont distribué sans avoir obtenu ce certificat-là, ils ne seront jamais libérés de la somme qui aura été distribuée avant. Donc, ça arrive souvent dans nos successions qu'on fait une distribution, que les gens font une distribution partielle et ils se gardent un montant pour pouvoir payer les impôts. Oui. Ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas demander de décharge, être libérés de la succession complète. À moins qu'ils aient obtenu le certificat préalablement. C'est très rare, je pense. Oui, c'est méconnu qu'on puisse obtenir le certificat partiel. Distribution partielle, c'est 75 de la valeur de la succession qui est généralement autorisée. Tu sais, en matière de fiscalité, là, il faut mettre beaucoup de... Jamais, on ne dit jamais, jamais, puis on ne dit jamais toujours. En fiscalité, OK? Fait qu'il y a toujours des exceptions, c'est toujours un peu flou, là. Donc, généralement autorisé, c'est 75 %. Fait que là, votre liquidateur pourra payer des créanciers, payer des legs particuliers et après ça, payer des héritiers jusqu'à concurrence du 75 % de la valeur de la succession. Il est possible, et ça nous est arrivé dans une succession, qu'on ne soit pas autorisé. Le fisc ne voulait pas nous autoriser parce qu'il y avait eu des petits enjeux fiscaux préalables, notre défunt. Fait que, il n'avait pas tout à fait ses impôts comme il faut. Fait qu'on lui a dit, OK, c'est quoi vos enjeux? Nous, on les a appelés. On dit, c'est quoi vos enjeux? Bon, à peu près à tel montant. Bien, autorisez-nous 50 %. Au moins, on va avoir une marge de manœuvre pour payer des créanciers. Là. Fait que oui, c'est important. Puis oui, ça arrive beaucoup qui n'aient pas demandé ce certificat-là. Est-ce qu'ils ont le droit de payer les créanciers avant d'avoir ce certificat? Jusqu'à 12 000 $. La conséquence, c'est que le liquidateur ou les liquidateurs, ainsi que les héritiers, seront tenus des dettes fiscales du défunt jusqu'à concurrence de la somme qui aura été libérée sans certificat.
C'est pas le fun, là, quand j'ai libéré de l'argent, puis oups, je reçois un avis de cotisation. J'en ai reçu un récemment, là, on a été recotisé pour 100 000 de gain en capital, ça veut dire 25 000 d'impôt, ça, là. Rough, là. Hein? Puis que je suis obligée de dire à des héritiers, vous me renvoyez de l'argent. C'est pas le fun, non? Il y a bien des héritiers qui vont dire, je l'ai déjà dépensé, je te le renvoie pas. Puis, de toute façon, le liquidateur, il est responsable pour 100 de la dette, là, qu'il soit héritier ou pas. Fait que c'est ça l'enjeu. C'est ça le risque. L'article 14 de la loi sur l'administration fiscale. Ensuite de ça, déclaration de revenus du défunt et de la succession. Celle du défunt, elle est toujours due au 30 avril de l'année qui suit, sauf s'il est décédé en novembre ou en décembre, auquel cas, elle est due 6 mois plus tard. Et celle de la succession, elle est due 90 jours après l'anniversaire de la succession, que ça fasse 1 an. Donc, 90 jours après, il y a une déclaration. On peut faire une année plus courte si on veut, mais au moins, quand ça fait 1 an, on a 90 jours pour déposer une déclaration de revenus de la succession. Il est possible d'aller jusqu'à 4 déclarations de revenus en succession. OK? On a le droit à 3 ans à petit taux. On peut aller plus loin, mais on ne sera pas à petit taux d'imposition, on va être à taux marginal le plus élevé. Mais on a le droit la première année de faire une année courte, puis après ça, de faire des années complètes. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut aller jusqu'à 4 années fiscales, ce qui permet de la planification post-décès. Après, on obtient des avis de cotisation et le certificat de libération finale. C'est là que c'est long. C'est là que les clients disent, nous, nos héritiers, nous appellent et disent, « Pas de nouvelles de vous autres? Qu'est-ce qui se passe? » Il ne se passe rien. C'est de l'attente fiscale. Obtenir un avis de cotisation pour une succession, une déclaration d'impôt de succession, il n'y a pas de normes administratives auprès des 2 ministères. Ce qui fait en sorte que on ne peut pas les appeler et leur dire, vous avez dépassé la norme, vous allez devoir mettre le dossier sur le dessus de la pile. OK? On ne peut pas faire ça. Fait que ça leur prend 6 à 8 mois sortir un avis de cotisation. Et le certificat de décharge finale ne peut pas être obtenu ni demandé là, avant d'avoir obtenu l'avis de cotisation. Et ce certificat-là, au fédéral, prend environ 8 mois à obtenir. Fait que vous voyez, c'est là que s'étire ma succession. J'ai près d'1 an ou un peu plus d'1 an qui se passe là. Et qu'il ne se passe rien. Je suis en attente des autorités fiscales. Donc, c'est là qu'on doit gérer nos héritiers quand ils vous appellent. Ils disent, ça n'a pas bon sens, on n'a pas de retour de Fiducie Desjardins, ils ne nous parlent plus. C'est parce que là, nous autres, on a commencé d'autres successions, qu'on ne les appelle pas pour leur dire qu'on est en attente. On leur a dit 1 an avant qu'on était en attente. Il faut juste savoir que ces délais-là sont extrêmement longs. Au final, on a reçu le certificat et on fait la remise finale en même temps qu'une reddition de compte. Une reddition de compte, c'est venir dire, je suis partie de A, j'avais ça en inventaire au décès, j'ai eu des plus, des moins à travers la vie successorale et aujourd'hui, voici ce que je remets à la fin, mon solde final.